C'était très grand et très ouvert, justement, comme ton cœur. Et moi, je pense que plusieurs grands amours, c'est chouette aussi. Et plusieurs amours, c'est chouette aussi. Et qu'il y a 1000 manières de vivre l'amour dans notre expérience de vie. Et que tout est possible et qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une version qui est mieux que l'autre. J'ai pris pour le déjeuner une... Je me suis dit, oups, De quoi elle me parle? de quoi? Non, manger, c'est un sujet, Déborah, chez moi. Attention, c'est un sujet très sérieux. On peut en Alors, parler 2 heures, si tu veux. comment tu vas vraiment du profond de ton cœur aujourd'hui? Eh bien, là, tout de suite, je suis émue. Parce que grâce à toi, je viens d'avoir cette vraie prise de conscience et révélation de mon métier. Bonjour Lucie. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast à cœur ouvert. Donc justement, comme le nom, on va s'y prêter. On va ouvrir notre cœur, on va parler de ton parcours et tous des sujets aussi d'actualité autour de ton expertise. Justement, toi, tu es une experte en relations amoureuses, tu es coach en amour, tu es connue par le grand public par rapport à des émissions comme La Villa des cœurs brisés. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on mettra les références en bas de la description, bien sûr. C'est la 9e saison, si je ne me trompe pas, hein. Oui, on vient de tourner la 9e saison, exactement. Je me suis pas trompée, j'ai bien fait mes devoirs. Tu es titulaire d'une formation en psychologie spécialisée en hypnose et coaching et tu es auteur de 3 ouvrages. Je vais les citer et puis on mettra bien sûr pour nos invités les titres. Donc Love, aimez-vous pour aimer mieux, qui est un peu un guide de coaching amoureux, 2019. L'amour, le vrai, comment faire la rencontre de votre vie, 2020. Donc peut-être juste après, pendant le Covid, on va en parler. Et You and Me, un guide pratique au service de l'amour. On va en parler tout au long, mais avant, j'aime bien retracer un peu l'histoire de mes invités. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qu'elle pensait, la petite Lucie de 5 ans, de 10 ans? Est-ce qu'elle pensait être justement une love coach aussi reconnue que maintenant, en 2024? Alors, je serais bien embêtée de te répondre à cette question parce que tu vois, j'ai oublié, je pense, 75% de mon enfance. J'ai des brides de souvenirs, j'ai quelques images, j'ai quelques flashs comme ça qui me viennent. Mais tu vois, je serais incapable de te raconter un mois de ma vie de petite fille. Je me souviens néanmoins de comment je me sentais, un peu comment je voyais le monde. Tu vois, je me souviens des perceptions et de l'état d'esprit. Ce qui est certain, c'est que je ne me voyais pas love coach parce que je pense que le job n'existait même pas à l'époque. Moi, Ouais. je suis née en 1980, donc quand j'avais 5 ans, c'était en 85. Et je ne sais pas quand est-ce que le métier est né, en tout cas en Europe, mais je pense que Ouais. ça n'existait pas. Devenir un personnage public, encore moins. Hem, En revanche, je rêvais déjà de liberté. Ça, j'en suis certaine, parce que, déjà toute petite, je regardais énormément la nature autour de moi et je me disais que les animaux et les végétaux, j'étais déjà un peu perchée au sens noble du terme, sans ça je mets des guillemets quand j'étais petite, mais je me disais que les végétaux, la faune et la flore en fait, avaient de la chance parce qu'ils étaient libres. Et aujourd'hui, je fais un métier de liberté parce que c'est moi qui l'ai choisi, que je l'appréhende et que je l'incarne, avec le privilège du choix. Donc oui, elle voulait être libre, cette petite fille, et elle a fini par le devenir. Et tu crois que c'est quoi qui t'animait justement petite sur ce besoin de liberté? Dans quel contexte familial tu vivais pour avoir cette sensation? Très souvent, c'est en opposition avec notre famille ou souvent, c'est l'image que nous renvoient nos parents. J'ai eu une enfance, très particulière sur laquelle je m'étendrai pas dans le sens où je ne vais pas parler des personnes que cela concerne. Je peux Mmh. parler de moi et je peux Bien parler de sûr. comment moi je l'ai vécu. Hem, En tout cas, j'ai été inspirée par des parents, extrêmement courageux, travailleurs, curieux intellectuellement des autres, de la vie, du monde. Une maman qui est, la bienveillance et la générosité, incarnée, et mon père dans ce qu'il m'a transmis de très bon. La liberté, l'indépendance et l'autonomie, c'était des choses, importantes pour lui, et il m'a toujours appris,
à être rebelle, mais rebelle dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à ne jamais me contenter d'eux. Mais pas encore une fois dans le sens anti-philosophique ou Mmh. anti-spirituel de se dire je veux plus à tout prix, mais dans le sens de euh, ne te satisfais pas d'un non tant que tu n'as pas l'impression que c'est juste Mmh. ou que c'est le moment de lâcher prise parce que tu as tout fait et qu'après, une fois que tu as tout fait, le reste appartient à la vie. Vas-y et sors tout le temps des sentiers battus et c'est quelque chose que je transmets aujourd'hui à mon petit garçon qui a 11 ans. Tu vois le nombre de fois où j'ai sauté les portails des parcs, en pleine nuit parce que j'avais envie d'aller dans le parc à ce moment-là et que j'ai toujours dit à mon fils, en fait: «Il y a les lois, il y a les règles, et il faut les respecter. Néanmoins, tu peux avoir tes propres règles. Tant que ça n'est pas criminel au sens où tu portes atteinte, voilà, à une entité, physique ou Mmh. ou de personne, voilà, et tant que ça n'est pas, dangereux et tant que tu ne voles personne, tant que tu ne fais pas de mal. Donc voilà, donc en effet, sauter les portails, des parcs, rentrer dans des endroits où c'était pas forcément, autorisé ou voilà, juste, des choses qui sont pas très dingues, mais j'ai toujours été une aventurière de la vie. J'aime pousser les portes, j'aime rencontrer les gens, j'aime aller où on n'est pas forcément censé aller. En fait, j'aime me perdre parce que je pense que c'est Mmh. exactement là qu'on se trouve. Voilà. Du coup, elle s'est perdue comment l'adolescente, Mmh. la Lucie, 15, 18, 20 ans? Je ne crois pas m'être perdue. J'ai pas le souvenir d'avoir eu une adolescence, comme on peut l'imaginer de manière un peu, caricaturale, tu sais, dans les films avec la crise d'ado, de la gamine insolente, Les cheveux toutes les couleurs. les cheveux toutes les couleurs, qui sèche les cours et cetera. Je pense que j'ai jamais séché les cours, j'ai jamais fait le mur. Ouais, j'ai dû, signer des bulletins de notes. J'ai dû faire ce genre de choses. J'ai dû faire, 2-3 bêtises, mais ça a jamais été déjà, encore une fois, parce que j'avais des parents qui me donnaient de la liberté, Mmh. qui avaient confiance et qui me donnaient de la liberté. Donc, j'avais pas ce besoin, d'aller tellement tester les limites. Lucie, elle s'est plutôt perdue en tant qu'adolescente, en tant que, dans son identité, dans son authenticité, parce que j'étais en telle quête d'amour et de reconnaissance de l'autre, heu, que je me transformais, je me je trahissais ma propre nature pour, je le croyais, plaire aux Mmh. autres. Ce qui est une abomination quand on y réfléchit. C'est une abomination que de ressentir ça et c'est une abomination que de le faire parce que, en fait, quand tu te retrouves à faire ça, heu, je crois que c'est la pire des infidélités, celle Envers toi-même. que tu t'imposes à Ouais. toi-même. C'est la plupart des adolescents, où toi tu étais vraiment en marge de la société, quand j'ai envie de dire en décalage et finalement c'était plus intense que la plupart de tes camarades? Difficile de comparer parce que je dis toujours qu'on n'est pas dans la tête des gens et qu'on Oui, n'est pas derrière leurs portes, mais maintenant avec le recul d'expert que mais tu avec as. le recul, Mmh. on a tous l'impression d'avoir été, différents, d'avoir été à part et cetera, mais j'en ai quand même fait mon métier, l'humain. Donc avec, le recul et l'expertise que j'ai, je pense que quand je dis que j'étais à part, je l'étais vraiment Mmh. beaucoup, 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 beaucoup. J'étais même, bizarre. C'est ce que je disais, dans une interview avec une de tes amies, j'étais une ado et une enfant assez bizarre quand même. Et finalement c'est ce qui t'a servi ou pas? Sur le moment, ça m'a beaucoup desservi. De toute façon, je crois que rien n'arrive, gratuitement ni de Mmh. manière injuste, encore moins hasardeuse ou méchante. Sur le moment, ça m'a énormément desservi. J'ai eu une enfance, pour diverses raisons, dont celle-là, heu, qu'on peut qualifier dans les cabinets de psy de difficile, voire tragique. Mais ça m'a forcément servi quelque part plus tard. Où, comment, quand, je ne sais pas. Mmh. Mais de toute façon, ça fait qui je suis aussi aujourd'hui, ça c'est certain. Cette question n'est pas anodine, c'est simplement que très souvent, sur l'instant, on se dit, il y a une situation dite négative qui arrive, qui nous perturbe, et finalement, avec le temps, on se rend compte que bah, rien n'est arrivé au hasard et que ça nous a permis de grandir,
de se séparer, de changer de job, de changer de carrière, de changer de pays, enfin de changer tout simplement, d'aller vers une évolution. Du coup, tes premiers jobs, parce que là, on a parlé de l'adolescence, tu arrives comment dans le monde du travail? Toujours avec cette quête de sens et surtout de liberté de l'adolescente, de l'enfance, qui est là à la racine. C'est quoi? Oh bah, j'y arrive, exactement comme je suis à l'époque, paumée, chelou, complètement, dans le chaos et à la ramasse. Donc pas très bien puisque, moi mon parcours scolaire il est très particulier. Quand j'arrive en fin de seconde, mon père me sort de l'école en me disant que de toute façon j'ai pas le niveau, ni scolaire ni intellectuel, tu vois? Heu, alors scolaire, c'était vrai. Scolaire, c'était vrai, Oui, je peut-être ne que bossais pas du tout. t'étais pas motivée peut-être? Enfin, Je sais l'école pas te si j'étais motivait pas pas? motivée. Je sais pas si j'étais pas motivée, mais je n'ai jamais trouvé ma place à l'école, ça Oui, c'est voilà, certain. Je n'y ai ouais. jamais trouvé ma place. Mais comme, tellement d'enfants, même encore aujourd'hui, Le c'est système c'est très scolaire, malheureux, mais, comme tellement d'enfants encore aujourd'hui. J'y ai vraiment jamais trouvé ma place. Vraiment jamais, 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 jamais. Donc là, moi, je pars en CAP d'esthétique. Je m'éclate. Je m'éclate parce que je suis avec des personnes qui savent, qui elles sont, qui savent ce qu'elles veulent faire, qui savent où elles vont et mmh, comment. Et c'est la première fois que je rencontre des gens comme ça. Parce que dans les collèges et lycées généralistes, tu l'as pas ça, mmh, ou en tout cas très peu, oui. dans un pourcentage, vraiment très réduit. Et puis je rencontre des profs hyper investis qui sont, au service de leurs élèves. Donc c'est génial. Alors, je fais pas carrière dans l'esthétique, bien que j'adore le milieu de la beauté en général. Je trouve que le beau, c'est thérapeutique. Ça a quelque chose, voilà, c'est artistique, c'est voilà, c'est quelque chose de magnifique. Je fais pas carrière là-dedans parce que c'est pas mon univers, tout simplement. C'est quelque chose dans lequel je me plais, mais dans lequel je n'ai pas envie d'œuvrer. Derrière ça, donc du coup, j'ai rien en poche parce que je crois que je quitte le CAP avant de l'avoir. Je dois avoir à peu près 18 ans à ce Mmh. moment-là. Je débarque à Paris parce que moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion. J'ai rien. Je me trouve un job, d'étudiante sans être étudiante. Je deviens baby-sitter, tu sais, pour les sorties d'école là, Oui. 16-19 plus les mercredis. Donc c'est bien un job d'étudiant, mais Mmh. c'est bien quand tu es étudiant, C'est sinon ça. c'est pas un job étudiant. Et et puis je vivote. Je pense que ma vraie crise de l'adolescence, je la fais là, Mmh. à l'âge de jeune adulte, 18-20 ans, tu vois? Et hem et je fais n'importe quoi, je dépense des sous que je n'ai pas, moi je suis persuadée que tant que la carte bleue, elle fonctionne, c'est qu'il y a des sous sur le compte, et je suis persuadée que tant qu'il y a des chèques dans le chéquier, c'est qu'il y a des sous sur le OK. compte. Mais vraiment, hein. Et je vais même plus loin, je sors tellement de mon trou, de mon trou dans ma tête, hein, je parle, hein, vraiment, j'ai pas de machine à laver chez moi parce que je vis dans un studio et que je ne le sais pas, mais à Paris, personne n'a de machine à laver dans les studios quasiment, alors qu'à La Réunion, c'est quasiment que des maisons et des Ouais. appartements et tout le monde a une machine à laver, et j'apprends l'existence du lavomatique. Et moi, dans ma tête, c'est impossible de prendre ton linge sale et d'aller le laver dans une machine à Mmh. l'extérieur, attendre puis le donc moi, je ne lave pas mes vêtements sales, je les mets dans des sacs, je les jette Ah oui, et tu en rachètes? et j'en rachète. Bon, les magasins sont heureux. Et l'écologie Ouais. aussi. Ah oui. C'est-à-dire que ça me traverse même pas Ouais. l'esprit OK. d'aller au lavomatique, tu vois? Donc je suis à la fois bizarre, décalée, complètement paumée et complètement pas formée. Je suis d'une immaturité dingue, Mmh. et pourtant j'ai des parents bosseurs qui m'ont transmis, qui m'ont appris et cetera, mais je suis littéralement sur une autre planète. Donc je fais ma crise d'adolescence à ce moment-là. La capacité que j'ai en revanche, c'est que j'ai de la gouaille et que je suis très débrouillarde. Mmh. Et donc cette gouaille et cette débrouillardise, elles me servent en effet à pousser les portes, et j'ai du culot, et Mmh. il y a peu de choses qui m'arrêtent, et donc moi à ce moment-là, je vais voir une école, d'immobilier. Je sais pas pourquoi je voulais faire de l'immobilier. OK. Ça aurait pu être ça, comme autre chose. C'était quelles années? Les années 90, début 2000? Non, Ah non, début 2000 là. début On est 2000, quasiment en c'est début ça. 2000 maintenant, et je leur dis: «Voilà, moi j'ai pas le bac, j'ai rien, machin et cetera». Il fallait le bac pour faire leur école. Mais je suis pas plus bête qu'une autre, Mmh. bon bref, j'arrive à les convaincre, ils me prennent, dans leur école,
qui devait durer 1 an et demi ou 2 ans, j'en sais rien. Je fais 1 an. Au bout d'1 an, je suis débauchée lors d'un stage. Et puis, encore une fois, comme le CAP, je finis pas mon OK. truc. Comme l'école, je Oui. finis pas mon truc. Comme le CAP, je finis pas mon truc. L'école d'immobilier, je le finis pas. Je finis pas les trucs, tu vois. Et puis bon, je rentre dans l'immobilier. Puis voilà, je débute ma carrière dans l'immobilier. Ça se passe bien. Je reste rarement plus d'1 an dans une Mmh. boîte, machin, etc. Puis bon, je construis mon petit bonhomme de chemin, etc. Et puis, la vie passe, je fais de l'événementiel aussi à côté, tu vois? Je change un peu de carrière, un coup Oui, l'immobilier, un coup l'événementiel, 1 an, 2 ans. La vie tu passe, on est en testes. 2009, ouais, on est en 2009, j'ai 29 ans et là je me dis: «Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ces 10 dernières années, tu as bourlingué, tu es tombée amoureuse, Mmh. tu as changé d'appart, tu as même changé de pays parfois parce que je suis allée quelques mois à Londres, tu as fait plein de belles choses, mais finalement tu as rien, tu as pas de socle». Oui, il y a pas T'as pas construit. de socle, Enfin, voilà. Ouais, j'ai construit intérieurement, l'expérience, mais j'ai pas mmh. construit j'ai pas de refuge, tu vois? Et je me dis: où est-ce que tu veux aller?» Et je pense que depuis toute petite, j'ai été une accompagnante et j'ai l'habitude de dire que j'ai fini par devenir professionnellement ce que j'étais Mmh. humainement. Oui, quelqu'un qui accompagne les autres sur leur route, quoi, le temps qu'ils le souhaitent. Et je me dis: «Mais là, cocotte, par contre, pour les études, ça va être un vrai problème». Donc je passe mon bac à 29 ans. Alors ça, je veux que tu le redis, je passe mon bac à 29 ans. Ah, c'est énorme. Donc je passe mon bac à 29 ans. Ce qui me permet de m'inscrire à la fac de psycho de Paris 8, en Seine-Saint-Denis, et je fais 1 an, pour la licence. Mmh. Mais qu'est-ce que je fais à ton avis? Je Tu arrêtes. recommence. Bah, bien sûr. J'aime la boucle Non, à mais chaque fois. tu sais, moi, tu sais, je suis comme les mouches en été. Je tape dans la même vitre alors que la fenêtre, elle est ouverte à gauche, mais moi, je tape dans celle de droite, tu vois? Pas compris qu'il fallait prendre donc je recommence. Bon, là, j'arrête pour de bonnes raisons. C'est que j'ai l'impression, malgré que j'ai beaucoup de respect pour ces professeurs, qu'on essaie de m'apprendre à penser. Et autant il faut une grande connaissance pour accompagner les gens psychologiquement, Mmh. autant pour moi, il faut pas de la pensée, il faut de l'intuition. Ouais. Je dis pas que je suis meilleure qu'eux, je n'ai aucune prétention de ça et je n'irai pas du tout là-dessus. Simplement, c'est ma manière de voir l'accompagnement. Et donc je me dis: «Bon, bah, ça, c'est pas ma voie». Je pique tous les bouquins, que j'avais eus en licence et du coup, j'apprends, un peu comme un rat de bibliothèque, en autodidacte, tout ce que je peux prendre et tout ce que je peux apprendre et tout ce que je peux emmagasiner. Comme je suis, passionnée, ben, ça va assez vite. Et je me dis, moi, ce qui va me plaire, c'est le coaching parce qu'il y a quelque chose, en Mmh. effet, de plus libre comme cadre. Alors, un peu trop libre parce que maintenant, il y a de tout et de rien J'allais et de dire, n'importe quoi. c'est le coaching de 2009-2010. Attention, on est en 2024 et ce mot est même, Ouais. quand je dis sali, c'est que Non, tout le c'est monde vrai, oui, ça bon, lie. on en parlera, mais Ouais, ouais, c'est un vrai sujet. Bon, maintenant, il y a quelques diplômes qui émergent, oui. il y a de bonnes écoles, heureusement, moi. Donc bref, je fais une première école, mais à ma sauce parce que, à l'époque, les écoles, ça vaut, 5 000 Mmh. 6 000 €, je les ai pas moi, ces sous-là. Donc je vais encore toquer à la porte de quelqu'un et je lui dis: «Bah, voilà, le matin, je fais la secrétaire, l'hôtesse d'accueil, le ménage, je garde vos enfants, ce Mmh. que vous voulez et l'après-midi, vous m'apprenez votre métier». Et c'est ce que je fais pendant des mois, des mois, des mois. Et je ne dirai pas qui m'a formée puisque cette personne, finit par me faire subir un harcèlement sexuel. Donc D'accord. évidemment, je pars en claquant la porte. Mais j'ai quand même appris. Oui, Bon, j'essaie de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je déteste cette oui, expression, mais là, oui. elle est appropriée. Donc je me dis: «Je vais quand même faire une seconde école», donc j'en fais une seconde qui, bon, cette fois-ci carrée, Mmh. un peu plus 1 grosse. an? C'est cette fois-ci, oui, là, cette fois-ci, je vais vraiment au bout. C'est quand même dingue, hein. Tu sais que j'ai fait la même chose pour les livres. Je ne lis Tu pas un bouquin au bout. J'ai 10 livres ouverts chez moi, mais sans te mentir, et je vais pas au bout. Les films, je vais au bout, mais c'est pas les livres. incroyable. Ouais. Ça, je connaissais pas ça. Ouais, l'anti-jusqu'au-boutisme, c'est moi. Ouais. Voilà. Et donc voilà, j'ai mes 2 formations de coaching, en poche, mais moi, j'ai l'impression d'être un bébé, et Mmh. je me dis: «Si on m'appuie sur la narine, il y a encore du lait maternel qui sort», quoi. Mmh. Je veux dire, Ouais. à ce moment-là, j'ai 31 ans, je dis: «Je vais certainement pas m'installer comme coach, maintenant», et donc là, je me mets à me former à tout un tas d'approches thérapeutiques qui m'intéressent. Donc, en effet, l'hypnose, Mmh. l'analyse du langage non verbal, et là, en revanche, je me forme auprès vraiment des meilleurs et je vais jusqu'au bout.
parce que tu vois, là, je suis dans vraiment mon absolue vérité. Je ne peux Oui. pas te le dire Oui, autrement, dans mon à ta alignement. place. Ouais, je suis à ma place. Donc, je me forme avec la meilleure en France pour la programmation neurolinguistique, avec le meilleur pour la communication non verbale, avec les chevaux et tout. Enfin, vraiment des formations d'une qualité de dingue qui aujourd'hui me servent encore tous les jours dans mon métier ou dans ma vie d'ailleurs. Je deviens praticienne en énergétique, etc., etc. Et puis, voilà, comme dirait Cabrel, me voilà, bout de femme, comme soufflé d'une sarbacane, tu vois, sur ton fauteuil. Et ça fait 13 ans. Et ça fait Maintenant. 13 ans. Et comment arrive la télé dans ton parcours? Est-ce que, finalement, tu t'es pas dit: la télé, le showbiz, la télé-réalité», tu sais tous ces mots, fin de compte, pour les personnes qui nous regardent disent: «Oui, mais il y a plein de belles choses, il y a aussi plein de mauvaises choses», parce qu'on entend plein de choses. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, déjà, comment ça arrive? Et qu'est-ce qui te fait, passer de l'autre côté? Du côté de la force, du côté obscur de la force. Du côté aussi. Un appel. Je suis dans ma voiture, je suis en train de rentrer chez moi, je suis dans le 14e numéro sur l'ordinateur de bord de la voiture que je connais pas. Je décroche. Bonjour, c'est Rudy, je suis directeur de casting, je travaille pour AH Productions, Mmh. donc la boîte de prod qui a créé le format de la vie décarbonisée. OK. C'est un format qui n'existait pas, ça a été créé par Antoine Henriquet. Et qu'est-ce que vous pensez de la télé-réalité? Alors moi, si tu veux, la télé, chez moi, c'est un écran pour Oui. diffuser des films. Je ne regarde pas la télé, mais vraiment, je lui dis, ben, pas grand-chose, mais je suis complètement honnête avec lui. Je lui dis, en revanche, les quelques télés que j'ai pu regarder, les extraits ou là où je me suis intéressée, c'est les Mmh. télés liées à l'amour. Oui. Donc à l'époque, il y avait des bachelors qui veulent épouser mon fils, Mmh. machin, etc. Donc j'étais curieuse de ces choses-là. Il me dit, ah ben, ça tombe très bien, parce que c'est justement pour une émission Sur ces thématiques. sur l'amour. Viendez nous rencontrer, viendez nous rencontrer. J'y vais, on s'aime, on se kiffe, on se quitte plus, quoi. Voilà comment ça commence. C'est-à-dire que euh, c'est devenu une histoire d'amour et une histoire d'amour vache parfois, entre la prod et moi, parce que je suis clairement pas facile à gérer et à manœuvrer comme caractère. Mais on s'aime, on se fait confiance, on est fidèle, on a vraiment beaucoup de loyauté. Et, euh, et on va peut-être bientôt faire une 10e saison ensemble. Ouais. C'est beau quand même aujourd'hui, C'est de faire beau. presque 10 saisons. Oui, toujours toi rester passionné, toujours eux confiance en toi. Ouais, Tu disais pas facile, tu vas non. peut-être nous en parler, mais parce qu'on ne ressent pas ça en tout cas, hein. Moi, je t'ai découverte sur les 2 dernières, hein, je te connaissais pas avant, hein, en toute transparence et j'ai aimé cette simplicité justement qui montrait une autre facette de la télé-réalité qu'on peut imaginer. Donc 10 ans effectivement, ça se renouvelle. C'est quoi qui te stimule encore au bout de la 10e saison? Est-ce que t'es pas lassé? Est-ce que tu t'es pas dit à une saison: «Ouais, en plus les candidats, ou au contraire, tu as tissé des liens?» Je me le dis à chaque fin de saison que je vais arrêter. Et Je ça, me tu n'arrêtes suis, pas, tu vois? mais je me le suis tellement dit non, mais attends, là, j'ai fait l'inverse total. Tu vas voir que la fille est folle jusqu'au bout quand même. Mmh. Parce que soit je vais pas jusqu'au bout, soit je dis que j'arrête et je reviens. Parce qu'en fin de saison 8, j'ai annoncé, mais à tout le monde, hein. Ah oui, TF1, AH Productions, les réseaux sociaux, la télé, j'ai annoncé à tout le monde, j'ai fait des communiqués. OK. C'est fini pour moi, c'est la fin d'un cycle. Mmh. J'ai apporté ce que je pouvais apporter, j'ai vécu l'aventure que j'avais. Mais vraiment, et quand je te dis que j'ai arrêté, j'en Oui, étais sûre, tu comme étais je sûre. m'appelle Lucie, et comme je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis assise sur ce fauteuil. Eh ben, je suis reviendue. Combien de temps après et pourquoi? Ben, parce que, en fait, la directrice de programme qui s'appelle Amélie Bunel m'a rappelé, mais des mois après. Alors, on était devenues copines, elle et moi. Donc moi, elle m'appelle, elle me laisse un message sur mon répondeur, rappelle-moi, il faut que je te parle d'un truc. Moi, je pensais que c'était un truc perso, qu'on allait parler, voilà. Elle me dit, écoute, je sais que ça sort nulle part. On avait fait un déjeuner d'adieu et tout. Enfin, Oui, tout donc c'était avait. fini. Même quand je te dis fini, c'est fini. Moi, j'avais ouvert mes autres projets. Enfin, voilà. Et, euh, et elle me dit, voilà, la seule chose, c'est sorti nulle part, mais la seule chose que je te demande, c'est de pas me donner une réponse tout de suite et juste d'ouvrir tes chakras, comme tu dis, et Mmh. on voudrait repartir pour une saison 9. On veut pas repartir sans toi. Mmh. Est-ce que tu reviens? Et contre toute attente, alors que vraiment, vraiment, quand je te dis que j'étais vraiment partie, Déborah. Eh bien, je sens ici que c'est pas fermé. Parce que il y a de la joie. Mmh.
dans sa proposition. Mm. Ça, il y a une énergie, une petite pointe de joie qui émane. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Parce que ça aurait dû générer de l'angoisse, de la gêne, Bah du oui, malaise, bah oui. de la culpabilité, de lui dire non et de lui dire, bah non, je reviens pas. Tu vois. Et en fait, non, ça génère une petite joie. Et je lui dis, écoute, je te donne pas ma réponse maintenant, comme tu me l'as demandé. Laisse-moi une semaine. Et puis donc, dans une semaine, je déjeune avec Antoine Henriquet, donc Oui. le fondateur de la production et le créateur de la Villa des Cœurs Brisés. Et il me donne rendez-vous, écoute-moi bien, dans un restaurant. Je sais pas combien il y a de restaurants dans Paris, mais ça doit se compter en milliers. Mm. Dans le restaurant où j'ai eu le premier date avec mon mari. Le hasard? Pas vraiment. Bah, s'il existe, oui. Oui. Sinon, un joli signe de l'univers, un joli clin d'œil. Donc je dis oui, évidemment que je dis oui. Oui, on sait la suite, mais c'est bien de savoir comment ça s'est passé. Bah écoute, alors j'ai pris pour le déjeuner une... Je me suis dit, oups, De quoi elle me parle? de quoi? Non, manger, c'est un sujet, Déborah, chez moi. Attention, c'est un sujet très sérieux. On peut en Alors, parler 2 heures, si tu veux. en bonne italienne, je pense qu'on peut faire 3 heures Ah ensemble. ouais. Ah bah oui. Ah, moi, la nourriture, c'est de l'amour qui se mange pour moi. Ah oui, non, mais moi, tu sais, il y a souvent des collaborateurs, des amis, des proches qui me disent, tu es toujours heureuse quand tu commences à manger. Mais oui, mais en fait, tu peux que être heureuse. Ah oui. Proposez-moi des déjeuners professionnels. Je dis toujours oui. Je fuis les réunions, mais alors les déjeuners professionnels, je C'est peux en ça faire qu'on tous aurait les dû jours. faire, filmer pendant de manger. Tiens, Je pense que l'ingé son nous aurait adoré. pour revenir juste sur l'amour, est-ce que tu te sentais légitime de présenter une émission sur l'amour? Comment on arrive à se dire, est-ce que tu dis, bah, finalement, je suis douée pour en parler? Est-ce que finalement, j'ai été un peu le cœur brisé et je vais aider les personnes parce que moi aussi, je suis passée par là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, je me suis toujours, sans aucune fausse modestie pour le coup, et ni prétention, vraiment de la juste estime, je me suis toujours sentie très légitime au fait d'accompagner les gens. Toujours. Parce que je pense que ça fait partie, encore une fois, euh, des émotions, des sensations, des sentiments qu'on a quand les choses sont dans notre vérité, dans notre alignement. C'est posé, c'est très juste. C'est posé, c'est très juste. Euh, Ça ne m'a pas empêché de souffrir du syndrome de l'imposteur sur plein d'autres domaines, et même dans mon métier, mais pas dans le fait d'accompagner. Je me suis posé la question de est-ce que j'ai ma place à la télé? Mm. Je me suis posé la question de, enfin, voilà, des choses comme ça, mais pas sur le fait d'accompagner les gens. Ça, je sais que je suis faite Ouais. pour. C'est une Comme sorte de toi, mission. ouais, comme toi, tu sens peut-être que t'es faite pour accompagner les gens dans ton domaine, Mm. poser les bonnes questions, Mm. écouter les histoires, les retransmettre, les retranscrire, etc., etc. Sur ça, pas de syndrome de l'imposteur, pas d'illégitimité. Sur d'autres domaines, oui, j'en ai eu plein, bien sûr. Plein. C'était quoi? Alors, c'est pas un domaine professionnel, c'est un domaine personnel, le fait d'être maman. Mm. Vraiment, enfin, je crois qu'il n'y a pas, j'allais dire pas un jour qui se passe, mais je vais essayer d'être, de minorer le truc. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je me dise, t'es pas à la hauteur, Enfin, ouais. tu fais pas assez bien. Ouais. Je me dis T'es pas t'es pas la nul, bonne mère t'es- avec les Ouais. gros guillemets. c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que ça arrive, ça. Tu n'imaginais pas devenir mère quand tu étais jeune d'ailleurs? Du tout. Et je pensais que je n'aurais pas d'enfant. Mm. J'ai eu Axel avec son papa. J'ai rencontré son papa. C'était son rêve d'avoir un enfant, mais il pensait que son rêve était passé, qu'il n'en aurait pas, parce qu'il avait 39 ans quand je l'ai rencontré. Mm. Et en fait, c'est parce que j'ai aimé cet homme, non pas que son rêve est devenu le mien, mais que j'ai eu envie d'avoir un enfant. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'un enfant dans l'absolu, j'ai eu envie d'avoir un enfant avec lui. Ce que je ne regrette pas, parce qu'on a une coparentalité, on est séparés aujourd'hui, Ok. on a une coparentalité extraordinaire, rare, que je souhaite à beaucoup de personnes et à beaucoup d'enfants. Oui. Avec beaucoup de complémentarité, beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien. Ouais. Donc c'est très très chouette d'être maman à côté d'un homme comme lui. Tu vois, ça, je pense qu'on s'est rencontrés d'ailleurs pour avoir Oui. Axel, même si on s'est beaucoup aimé aussi. Mais voilà. Mais néanmoins, il y a quand même pas une semaine où je me dis, faut que je sois mieux. Oui. Faut que je sois mieux. Tu sais, il y a le grand amour, on parle de celui ou celle qu'on rencontre. Il y en a
un seul dans notre vie. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou il y en a plusieurs qu'on rencontre dans notre vie qui peuvent être des grands amours? Je pense que les 2 sont possibles. Mmh. Je pense que certaines personnes, sont faites, pour vivre l'expérience d'un seul grand amour et je pense que des personnes sont faites pour ne vivre aucun Mmh. grand amour. Des amours, mais Ouais. pas forcément de grands amours et je pense que des personnes sont faites pour vivre plusieurs grands amours. Enfin, je pense que le champ des Ouais. possibles est ouvert comme tout et je pense que aucun n'est mieux ou moins bien. On a tendance à beaucoup glorifier et rêver du grand amour de notre vie Mmh. qui durerait toute la vie Oui. et Je connais une amie qui stresse parce voilà, qu'elle n'a pas le grand amour. Mais voilà. c'est tous les jours sa mission, Ah et au-delà de son boulot. C'est vraiment compliqué pour elle. parce qu'elle ne veut vivre qu'un grand amour, c'est ça? Oui, D'accord. ouais. Et ben, il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans cette situation, et moi, je pense que plusieurs grands amours, c'est chouette aussi et plusieurs amours, c'est chouette aussi et qu'il y a 1000 manières de vivre l'amour, dans notre expérience, de vie et que tout est possible et qu'il y en a pas il y a pas une version qui est mieux que l'autre. J'ai fait des petites recherches scientifiques, en préparant Tu bien fait, notre parce que interview. c'est passionnant. Moi, ça me passionne parce Ouais, que moi c'est la aussi. première fois que je l'aborde, donc je suis ravie, j'en profite, je te garde un petit peu plus avec moi. J'ai découvert qu'il y avait, dans la Grèce antique, hein, le mot amour, qui recouvrait 4 sentiments distincts, donc toi, tu dois connaître, mais pour nos auditeurs pas scientifiques comme moi, la storgé, donc l'amour entre parents et enfants, la philia, qui correspond, du coup à l'amitié, la l'agapé, si je ne me trompe pas dans la prononciation, c'est l'amour du prochain, l'altruisme, et l'éros, bien sûr, l'amour, l'amoureux. Mmh. Forcément, tu connais ces termes. Est-ce qu'il y a une définition qu'on utilise plus que d'autres? Enfin, un axe. Est-ce qu'il y a plus d'amour finalement amoureux ou plus d'amour amicaux dans notre vie? Est-ce qu'il y en a certains qui prennent le pas sur les autres? Ah, il manque c'est mon fils serait content que tu parles de ça parce que lui qui est passionné par la mythologie, la Eh Grèce et ben, cetera, il serait très on content. va lui Je lui envoyer. montrerai je lui montrerai ce passage, je lui dis: «Tu vu?» J'ai fait un peu de travail. Mais tu sais, comme il me demande très souvent: «Tu as parlé de moi pendant l'interview?» Eh ben, on lui fait des gros bisous. Ouais, Mm. je t'embrasse mon petit cœur. Hem, j'ai toujours trouvé qu'il manquait, à ces 4 Pilier, axe. piliers, domaines, sentimentaux, l'amour de la vie, enfin l'amour Mm. absolu. Dans ma conception du monde, dans ma conception de la vie, c'est la quête absolue. C'est, si on était, autour de la table ronde du roi Arthur, ce Mm. serait notre Graal, Ouais. la quête de l'amour. Et d'ailleurs, peut-être que le Graal, c'est l'amour, on ne Oui. sait pas. Mais, je pense vraiment que l'être humain vient au monde pour expérimenter l'amour. Quelle qu'en soit, encore une fois, sa forme, mais à mon sens, de manière, hem, essentielle d'abord, heu, l'amour absolu et l'amour de soi. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer en parallèle. Il y a plein de gens, on entend tout le temps: «Il faut s'aimer soi-même, Oui. avant d'aimer les autres». C'est faux, parce que d'abord, si tu connais des gens qui s'aiment parfaitement eux-mêmes, présente-les-moi, mais moi j'en connais Ouais. pas, j'en fais même pas partie et il faut avoir, l'humilité de le reconnaître que voilà, on essaye ça, on apprend ça, on vient expérimenter ça et on fait évoluer ça, mais que c'est, Mm. finalement là en fait, c'est pas qu'on s'aime pas, c'est qu'on a oublié qu'on s'aime. On apprend à recontacter l'amour de soi. On l'a oublié. Donc pour moi, il manque ça, cet amour absolu, tu sais, ce un peu le cinquième élément, Mm. tu vois? Le film de Luc Besson Mm. avec, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, Mila Jovovich, merci beaucoup. j'ai un film que j'aime beaucoup. Je l'ai revu, je l'ai montré à mon fils il y a 10 jours. Il m'a dit: «C'est génial et tout» et je lui ai fait: «Tu compris le cinquième Mm. élément, l'amour?» voilà. Parce qu'en effet, exactement comme dans ce film, je crois qu'il y a 2 choses sur terre, l'amour et la peur. Mm. Eux, ils l'ont matérialisé par le mal. Oui. Moi, j'appelle ça la peur, mais l'amour et la peur et donc je pense qu'il manque dans ces 4 piliers, cette notion d'amour absolu qui est pour moi, c'est celui qui recouvre, Mm. qui couvre ou qui fait naître les autres et ensuite après il y a l'amour donc filial, machin, Oui, oui. éros, machin. Il n'y en a pas un qui soit plus important que les autres et certaines personnes vont vivre l'amour
dans la fratrie ou dans la famille. Certaines personnes vont vivre l'amour amoureux, certaines personnes vont vivre l'amour de l'enfant, certaines personnes... Voilà, on va tous vivre une forme d'amour différente, voire les quatre. Mm. Mais finalement, les quatre, ils appartiennent à une source, qui est l'amour avec un grand A, tiens, si on devait Avec un grand revenir A. à ça. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas de règles. Tu vois, il n'y a pas Je à crois une pas qu'il y en ait. période. Non, mais parce que ça peut stresser. C'est un sujet qui est tellement complexe à aborder que et il y a plein de personnes qui se posent des milliards de questions. Donc moi, j'essaye tu vois, d'absorber à la place de, je sais pas, 1000 personnes, un panel de 1000 personnes qui poseraient des questions. Et forcément, en abordant ces sujets-là, je vais forcément aborder tout ce qui est dating en ce moment. Encore une fois, on tourne en 2024, mais peut-être qu'on va nous réécouter dans quelques années. On ne sait pas l'évolution, hein, pour le coup, on ne peut pas voir. Qu'est-ce que tu penses des applications comme Tinder, pour ne pas les citer, de ces relations? Moi, j'ai vu des rencontres extraordinaires sur des applications. Une rencontre, 15 ans que les personnes sont ensemble, et certaines qui naviguent tous les jours ou toutes les semaines, et finalement, qui ne trouveront peut-être jamais cet amour un peu passionnel ou le grand amour, comme tu disais. Du coup, t'en penses quoi de ces applications? Mais j'en pense exactement ce que tu en as dit, c'est-à-dire que tout est possible et rien n'est possible. Ça dépend de l'intention qu'on pose et de comment on imprègne l'application. Alors, Mm. je vais aller sur un domaine plus énergétique, plus quantique, Mm. mais si tu veux, je pense vraiment que l'intention dans laquelle on fait les choses fait la différence. Et que ce soit Tinder, Adopt, Happen, la rue, le sport, le boulot, une interview, le métro, tout ça n'a aucune importance. Mm. Quand tu dois rencontrer, tu rencontres. Et tu peux rencontrer l'amour de ta vie sur Mm. Tinder. Et tu peux rencontrer un con ou une conne au mariage de Mm. ta cousine. Tu vois, je veux Mm. dire, c'est pas une question de lieu, c'est vraiment une question d'intention, de moment et de ce que tu es censé expérimenter. Maintenant, pour en revenir à la question du dating, moi, je vais te dire ce que je dis toujours à mes clientes. Je dis clientes parce que j'ai quand même 90% de C'est bien, j'allais te poser la question, du coup, tu y as répondu. clientèle féminine. Je leur dis, en fait, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Parce qu'en fait, la rencontre, elle est possible partout. Et la rencontre, elle arrivera si l'intention, elle est posée de la manière la plus juste et la plus pure qui soit. Parce que si vous êtes dans la peur et si vous êtes dans le contrôle et si vous êtes dans les blocages et si vous êtes dans les croyances limitantes, Tinder vous aidera pas. Pas plus que votre pote qui a un frère super sympa à vous présenter. Ça ne pourra pas marcher. C'est encore une fois, tout est possible, rien n'est possible selon comment on s'en sert. Et ce qu'on pose comme intention. Exactement. Parce que si on n'est pas clair avec soi-même, le reste ne peut pas arriver. Ouais. Comme tu disais, ça peut arriver de partout. Ouais. Et si, ça va arriver, mais ce sera pas très joli. Oui, au niveau. Mm. Et on est quand même dans une société où on aime bien accuser l'autre, ou la société, ou l'élément, ou l'application. J'en entends plein. Très souvent, c'est des hommes qui se plaignent de ne pas rencontrer la bonne personne, la bonne femme, en l'occurrence, dessus. Tu parlais des femmes que tu accompagnes le plus. Est-ce que finalement, c'est des femmes qui se posent plus la question sur l'amour, ou le grand amour, ou le vrai amour, avec des grandes lettres, que les hommes, ou les hommes s'en posent aussi, mais finalement, n'osent pas dire qu'ils recherchent et ils se posent ces questions-là? Je pense que c'est les deux. Je pense que les hommes se posent moins la question, en tout cas de manière beaucoup moins exhaustive. Mm. Voilà, ils vont s'inquiéter du sujet, mais pas se poser la question. Tu vois, il y a une différence. Ils vont se dire, je comprends pas, ça marche pas. Ils vont constater, mais il n'y a pas forcément une recherche derrière de sources et encore moins de solutions. Ou alors peut-être, au contraire, de solutions rapides, mais pas de source. Oui. D'où l'émergence des coachs en séduction. À contrario Qui sont souvent des hommes. coachs en développement personnel, qui sont souvent des hommes. Ouais. Et là, pareil, attention, il y a énormément de dangers. J'allais dire d'imposteurs. Imposteurs. Voilà. Mais dont certains qui sont carrément dangereux pour les femmes. Qui donnent des conseils qui sont... qui vont à l'encontre du savoir-être, du savoir-vivre et parfois même de la loi. Parfois, ça va très très loin. Heureusement, il y en a de très très bons.
Oui. C'est comme dans tout. Donc ouais, je pense que la majorité, encore une fois, je mets pas tous les hommes dans le même panier parce que c'est comme quand mes clientes me disent, «Il y a pas d'homme bien». Je dis Oui. Pas parce que tu es tombée sur un, ou cas entre même 10. guillemets oui. Je dis: «Puis a priori, tu en cherches qu'un», donc je dis: «Bien sûr qu'il y a des hommes bien». Hem, mais je pense que c'est les 2. Je pense que c'est parce qu'en effet, ils ont pas très envie pour la plupart Mmh. de creuser le sujet et puis, même s'ils veulent creuser le sujet, ils vont le faire dans des livres, en écoutant des conférences, en allant sur YouTube ou même en Mmh. tapant sur ChatGPT, Mmh. «Comment rencontrer l'amour» et parfois ça va suffire. Mais pousser la porte d'un cabinet, Mmh. que ce soit psychothérapeute, coach, peu importe, c'est plus rare. Est-ce que tu penses que ça a changé, ça a évolué entre notre génération de maintenant et celle de nos parents? Tu sais, nos parents, ils se rencontraient finalement simplement au village du coin qui se passait, 18 ans, ils se mariaient, ils ne se séparaient pas. Alors je dis pas que ils n'avaient pas envie de se séparer, mais ils le faisaient pas parce que c'était plus compliqué. Et puis il y avait la tradition, la culture. Enfin, tu vois, en Italie, nous, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, ça a changé. Tu vois, tu ressens ce changement vraiment, cette rupture ou finalement, oui, Ah oui, je la oui, ouais. je la oui, bien sûr, je la Donc ressens. plus de liberté finalement aussi hein, dans les relations. Je alors, plus de choix, plus Mmh. de liberté, je suis pas sûre. Parce que finalement, la liberté, elle est, surtout là Ouais. et là et j'ai l'impression que les jeunes et quand je dis les jeunes, je me mets pas dans cette catégorie, je parle des moins de 25 ans. Mmh. J'ai l'impression que les jeunes sont tout sauf libres, justement. Ils ont plus de choix, mais cette absolue proposition permanente de consommation et de choix les emprisonne. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait croire l'inverse, finalement. Ouais, je pense pas qu'ils soient libres, moi, au contraire. Je dis pas que nos parents l'étaient plus, attention, je Oui, fais pas oui. une comparaison, mais Ouais. moi, je trouve que les jeunes sont très emprisonnés, justement, dans les injonctions, Mmh. dans le marketing, dans la société qui leur propose des choses en permanence, les magazines, la pub, internet, la télé, les médias, quels qu'ils soient, tout, les applications de rencontres, enfin, aujourd'hui, il y a tellement de choix, tellement de possibles, que ça a un côté, je trouve, assez liberticide, Ouais. justement. C'est, ça Et du quelque coup chose d'étouffant ouais. et ils savent plus, justement, où est leur liberté de penser, Mmh. d'être. Et tu leur dirais quoi, ces jeunes générations, comme conseil, justement, pour éviter de tomber dans ces travers? Ton fils est trop jeune, mais ça pourrait être ton fils dans quelques années, hein. Moi, je lui en parle sur d'autres sujets, hein, sur tu sais, sur comment s'habiller au collège, comment gérer ses amitiés, c'est la même Exactement. chose. Je lui dis: «Tu sais, un véritable ami, c'est celui qui t'aime, quels que soient tes vêtements, quelle que soit, la manière dont tu parles et cetera», donc oui, je pourrais dire la même chose, à ces jeunes, c'est que ce que je pourrais leur dire, c'est de pas faire comme j'ai fait, sauf que parfois on a besoin de se brûler pour C'est comprendre que le ça. feu, ça brûle. Donc de bien faire leur expérience et que s'ils souhaitent gagner un peu de temps, d'énergie et éviter de se brûler, ils peuvent gagner du temps justement, en évitant de s'éviter. Parce que finalement toutes ces choses sont faites pour X ou Y raison, mais de sorte à ce que l'humain ne se rencontre jamais, lui, Lui-même. vis-à-vis de lui-même. Heu, donc le temps, si vous voulez bien l'utiliser, utilisez-le à faire votre propre rencontre. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Comment? Avec qui? Et après, on peut y aller et on a déjà des bonnes bases. Et choisir l'entourage aussi, Mmh. tu sais, on parle toujours des 5 personnes qui sont Oui, autour de nous. oui, Donc c'est souvent ça et ça me fait penser dans c'est plus large que l'amour, fin de oui. compte, c'est l'amour en général. En échangeant avec une personne, enfin, lors d'une interview, on parlait d'école ou d'université autour de l'amour, ou en tout cas revoir le système scolaire en intégrant le dev perso, la prise de parole, heu, l'amour de manière générale, mais en fait, l'amour de soi-même, comment on s'exprime. Est-ce que tu penses que ça devrait être intégré? Je ne sais pas si, nos ministres enfin, pour l'instant, c'est un peu cacophonique en France, mais s'ils nous écoutent, peut-être qu'ils intégreront. Est-ce que les États-Unis, peut-être, qui sont toujours en avance, intègrent déjà ça par rapport à la France? Ah, alors il y a déjà ce genre de choses qui existent dans les pays plutôt nordiques. Aux États-Unis, je ne sais pas, mais en Mmh. effet, certains pays nordiques ont inclus ça de manière, enfin, ça fait déjà très longtemps et de manière, évidente.
heu, pour moi, ce qui est étonnant, c'est même qu'on se pose la question et que ça n'existe pas, en Mmh. fait. Hem, de la même manière que les mathématiques sont importantes, de la même manière qu'il est important de savoir se situer sur une carte ou, de savoir rédiger un courrier, de manière élégante. Évidemment qu'il est important de savoir ce que c'est qu'une émotion et qu'est-ce qu'on va en faire. Évidemment qu'il est important d'apprendre le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Et aujourd'hui, on apprend le savoir-faire aux enfants. On apprend un peu le savoir-vivre, Mmh. ensemble, et cetera, mais on n'apprend toujours pas, ou en tout cas de manière tellement anecdotique, le savoir-être. Du tout, du tout, du tout. Hem, alors que c'est une base Mmh. essentielle, essentielle. Et je me souviens d'avoir lu un jour un article d'un homme qui était parti au Tibet et qui était tombé, en se baladant au bord d'un chemin. Il y avait comme ça, installé sur des cailloux, des adultes et puis un très jeune, moine Mmh. tibétain, mais vraiment un gamin quoi, 12 ans, 11-12 ans, l'âge de mon fils. Et il s'était approché, il avait écouté et en fait ce gamin apprenait aux adultes à respirer. Incroyable. Évidemment qu'on doit apprendre ça. C'est pas parce qu'on sait le faire qu'on le fait bien. Mmh. Donc apprendre à respirer, apprendre, à se connaître, apprendre à se respecter, apprendre, à ressentir, apprendre à comprendre, apprendre à être touché par les choses, enfin toutes ces choses-là. Après, est-ce que c'est le lieu de l'école? Je ne sais pas. Mmh. Il faudrait reprendre la définition, de l'école au sens de l'éducation nationale Mmh. et cetera, de l'instruction, parce que ce qui est obligatoire, c'est pas l'école, c'est Oui. l'instruction. Est-ce que ça fait partie de l'instruction? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le lieu? Je ne sais pas. Est-ce que Mais tu ça vois, veut il oui. faudrait aussi apprendre les gestes qui sauvent, tu vois? Donc il y aurait tellement de choses à apprendre. Heu, les journées des gamins, elles sont déjà, tu Ouais, vois, le mien, bien il est au dense. collège, je vois qu'elles sont déjà denses, donc où est-ce qu'on met ça? Quand est-ce qu'on met ça? Donc moi, je le mets à la maison Mmh. parce que j'ai la chance d'y être sensible, d'y m'y intéresser et qu'en plus ce soit mon métier. Mais il y a des parents qui, ne savent pas ou qui ne Mmh. peuvent pas. Donc Ouais. où est-ce que tu mets ça? Quand est-ce que tu mets ça? Tu connais toi des cours pour enfants de gestion émotionnelle? Alors il y a des livres, il y a des boîtes de Ouais. jeux, il y a tout un tas de choses. Mais moi, chez moi, il y a du judo, du basket et du handball. Il y a pas des cours de gestion émotionnelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je sais pas si l'école est le lieu pour ça, Mmh. mais bien sûr que ça doit être enseigné. Est-ce que ça doit faire partie de l'éducation? Est-ce que ça doit faire partie d'un loisir? Est-ce que ça doit faire partie de l'école? Je ne sais pas. Ouais, il faudrait l'intégrer, un peu comme, voilà, des activités diverses. Mmh. Il y a une autre chose qui m'est passée par la tête, mais ça va me revenir. C'est pas grave, ça va me revenir plus C'est que tard. c'est un boomerang. Ouais, ouais, non, ça va revenir, ça va revenir. C'est pas grave, je vais enchaîner sur autre chose. Hem, il y a un livre que j'avais, vu passer et la couverture m'avait marquée parce que c'était écrit alors un livre de 78, hein, donc je pense que tu connais. Enfin, tu as dû voir passer aussi, sur écrit: «Est-ce que tu m'aimes?» et vraiment dessous. Et en fait, j'avais été marquée par le «vraiment» solo, donc je l'ai noté, j'ai fait une recherche parce que je me suis dit: «Il faut quand même que je retrouve». Bon, j'ai demandé à ChatGPT quand même, il me fait la Oui, moi, c'est recherche. mon ami aussi. Voilà. Ouais. Et Ronald Lang, donc c'est un ancien psychiatre, qui avait écrit ce livre et du coup, le «vraiment» m'avait marqué. Du coup, je me suis dit: «Pourquoi il a rajouté?» Est-ce que toi, tu peux me faire une analyse parce que tu es plus experte que moi pour le J'ai coup? jamais lu ce livre, mais j'adore le titre et j'en ai jamais entendu parler, tu vois? Je suis ravie d'avoir appris, Bah, écoute, l'existence moi, de je cet suis fière ouvrage. qu'aujourd'hui, à ma petite échelle, je t'ai Eh t'ai fait oui, mais découvrir. tu on apprend toujours, Et toujours. du coup, en fait, sur la pochette, on l'affichera pour les internautes qui regarderont, plutôt que nous écouter. Voilà, c'est écrit: «Est-ce que tu m'aimes?» Et dessous, le vraiment est vraiment à part, avec une autre typographie. Du coup, je me suis interrogée sur le vraiment et sur l'amour vrai. Mmh, Et ça veut dire quoi, en fait, tout ça? Est-ce mmh. que c'est une figure de style? Est-ce que c'est pour bien faire ou il y a vraiment un sens derrière? C'est marrant parce que moi, je m'intéresse beaucoup à quelque chose qui s'appelle le langage des oiseaux. C'est une alchimie du vocabulaire, des mots et c'est une façon, c'est notamment parce qu'en plus, on est concerné puisque Notre-Dame vient Oui, d'être réinaugurée. Enfin, oui, réinaugurée parce que oui. j'imagine qu'elle a déjà été inaugurée, donc c'est pas une Mmh. inauguration, mais une réinauguration. C'était utiliser le langage des oiseaux par les bâtisseurs pour se transmettre justement les codes, Mmh. de construction des cathédrales et cetera. Bref, tout ça pour dire que dans le langage des oiseaux, on apprend à écouter les mots autrement et vraiment, c'est vrai et ment.
c'est vrai et ça Mmh. ment. Donc c'est la première chose que j'ai entendue par rapport à ce titre. Euh, mais bien sûr qu'il y a un véritable amour et un faux amour, à mon sens. Je retire le bien sûr. À mon Ah. sens, il y a un véritable amour et un faux amour. Le faux amour, c'est celui qui t'attache, qui t'emprisonne, qui te lie. Donc c'est celui qui génère jalousie, possessivité, manque de manière Mmh. euh, péjorative, Mmh. dépendance, euh, passion destructrice, Mmh. etc., etc. Ça, ce n'est pas de l'amour du tout. Merci C'est de de le la préciser. possession. Ça s'appelle la possession. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est comme les amis qui me disent il est jaloux, je pense qu'il me kiffe. Et ouais. Alors, je lui dis alors non, il a surtout un problème avec son ego et sa confiance, ou des traumas, ou des Ouais. blocages, ou des croyances, ou une expérience, ou peu importe, il n'y a aucun jugement à avoir. Mmh. Mais la Mmh. jalousie et l'amour sont deux choses qui n'ont aucun lien. Aucun. Aucun. C'est-à-dire qu'il y a un lien très indirect parce que euh, quand tu crois aimer quelqu'un, tu peux être jaloux, mais l'amour véritable n'est pas jaloux. Mmh. L'amour véritable est libre, gratuit et inconditionnel. Voilà. Libre, gratuit, inconditionnel. Pour moi, ce sont les trois termes à retenir pour savoir si cet amour est véritable ou non. S'il est ni gratuit, ni libre, ni inconditionnel, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Donc il y a très souvent des faux amours qui circulent. Très, Je très. On va peut-être pas dire pourcentage, mais oui, on va dire, bon allez si, 80 %, 90 %? Je sais pas. C'est beaucoup, Énormément. ouais. Mais ça fait partie de la phase Oui, d'apprentissage. c'est ça. Comme un enfant qui marche, il se casse la figure et c'est parce qu'il se casse la figure qu'il comprend qu'il faut poser le pied différemment pour avancer. Quand tu as rencontré le faux amour, tu peux, si tu en as envie, aller vers autre chose. Donc faut bien redire à nos auditeurs, auditrices que, des fois, en fait, j'entends, surtout les femmes: «Oh mais j'ai perdu mon temps. Oh là là, mais regarde, je suis encore tombée sur ce gars-là ou cette nana-là» et cetera. Finalement, il faut relativiser et dire: «Bah, ça fait partie de l'expérience». Mais c'est dur. C'est dur d'arriver jusqu'à cette phase-là. C'est l'acceptation, le lâcher prise, c'est extrêmement, extrêmement dur. Extrêmement dur. C'est en effet l'idéal. Mais moi, j'évite les il faut, tu vois, parce que pour moi, c'est une injonction, justement. Et je pense qu'on fait bien comme on peut. Et que parfois, moi, quand ma cliente me dit, mais quelle perte de temps cette relation, je lui dis, bah, je comprends que tu penses ça, Mmh. ou que vous pensiez ça si on se vous voit. Je le comprends parce que c'est vrai que ça ressemble à ça. De prime abord, ça ressemble à ça. Mais tu vois, peut-être que dans 2-3 séances, Mmh. tu arriveras à voir les choses différemment. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins douées en amour? Il y a un truc, il y a une magie ou finalement non, ça s'apprend et tout le monde peut être doué en amour? Donc c'est une réponse, encore une fois, qui n'engage vraiment que moi, parce que moi, c'est ma manière de voir, euh, d'avoir foi en la vie et de penser la vie. Euh, je crois que personne n'a de talent, personne n'a de don. Je crois que personne n'est meilleur ou moins bon. Euh, j'ai une foi profonde en le fait qu'on a plusieurs vies. Mmh. Euh, D'aucuns pensent que les réincarnations, c'est des vies à la suite des autres, les unes des autres. Je pense qu'elles se vivent en même temps, sur des plans ou des dimensions Mmh. différentes. Alors, ceux qui sont pas du tout dans ce délire, vous pouvez raccrocher maintenant, hein. Alors mes abonnés, Je sois partage. habitués, hein. Ne t'inquiète Je pas, au partage. contraire. Vas-y, sens-toi libre. Et je pense qu'au gré de ce que l'âme expérimente, parce qu'on est des êtres spirituels qui, à mon sens, venons expérimenter quelque chose de physique, et pas l'inverse, Mmh. au gré de ce que l'âme comprend, apprend, fait grandir et expérimente, et fait évoluer, on développe des choses. Je vais aller plus loin. Je ne pense pas que Wolfgang Amadeus Mozart ait composé une symphonie à 4 ans. Je pense qu'il fait partie de ces êtres qui ont pu rapporter, parce qu'il était très jeune, encore les souvenirs très frais d'une autre incarnation,
qu'il l'ait vécu avant ou en même temps, peu importe, parce que le temps, Mmh. c'est une conception très humaine. Encore une Mmh. fois, il faudrait se brancher sur la science, mais parce que la science l'explique aussi. Je pense simplement qu'il a travaillé le piano pendant des années et des années dans d'autres Mmh. incarnations. Et donc, pour répondre à ta question et la ramener à l'amour, il y a des gens qui vivent des vies amoureuses plus simples, Mmh. plus éclatantes, plus saines, plus faciles, parce qu'ils se sont beaucoup, beaucoup entraînés, ils ont beaucoup vécu avant ou sur d'autres plans en même temps. C'est tout. Tu me fais penser à ce que ma tante dit. En Italie, on est beaucoup dans la spiritualité. Et elle dit, j'ai retrouvé un amour d'une ancienne vie où je suis venue retravailler un élément qui avait manqué en retrouvant tel amour ou tel amour de mon frère ou de mon cousin ou de mon père, etc. D'un point de vue familial. Et dans ces vies, on se retrouve. Et je l'ai entendu dire une fois. Et c'est vrai que ça fait écho à ce que tu viens de dire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, en tout cas, moi je le partage. Après, on verra. Chacun, voilà, sera libre de sentir ou pas. Exactement. Nous avons eu la chance de recevoir Anne Tufigo, qu'on a en commun, Ouais, qu'on apprécie, on la salue si elle nous écoute très ouais, certainement. Donc forcément, je vais faire un petit parallèle sur l'amour après la mort ouais. et ce qui perdure. Ouais, Euh, on a fait une émission qui s'appelle exactement comme ça. ah bah ouais, je ne... Tu le savais pas? Sur ma chaîne YouTube, je te jure qu'il y a une émission qui s'appelle L'amour après la mort avec Anne. C'est un truc de dingue. Voilà, on remercie nos anges qui Mais sont oui, ici. j'adore, j'adore. Donc du coup, elle t'avait répondu quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme information? Et qu'est-ce que tu peux nous transmettre? Je me souviens plus exactement de sa réponse, mais sa réponse était similaire à ce qu'on était en train de dire juste avant je pense qu'on a à peu près les mêmes croyances, Anne, même si en termes de médiumnité, elle est, on touche Elle est à quelque maîtresse. chose de très subtil, on est dans le très subtil avec Anne. Hem, je pense que l'amour, il se vit à l'état pur quand on est une âme, quand on redevient une âme, désincarnée. Mm, Désincarnée, c'est-à-dire enlevée de la chair, là, hein, la carne, c'est l'étymologie mm. de la chair. Quand on sort de son enveloppe, corporelle et qu'on retourne à l'état d'âme, entre 2 incarnations, heu, on est dans un état d'amour, absolu. On est dans un état d'amour absolu. Donc c'est la je peux même pas dire que le lien d'amour perdure après l'amour après la mort. Je, Tu vois, je j'arrive me même suis pas dit, à le est-ce dire qu'elle va... tellement tu l'as vu le lapsus? J'arrive même pas à le dire tellement ça me c'est l'état tout court de l'âme, c'est de l'amour pur, tu vois ce que je veux dire? Donc il perdure, ça dépend de avec qui, Mm, encore une fois, parce que l'âme qui part, elle est dans l'amour et mm. elle est encore, elle veut être liée à toi. Ça dépend de toi, dans ta chair humaine, de si tu as, envie, si tu es capable, si tu veux, si tu es prêt à ça. Mm. Mais le lien, ouais, il disparaît pas. À toi de voir si tu as envie Oui. de le contacter, ce lien ou non. Et si peut-être tu as nourri cet amour, c'est ce que dit ma tante, hein, finalement, je viens finir l'histoire qu'on C'est avait ça. ensemble. Et elle me disait une fois, finalement, l'amour change jamais au fur et à mesure des années. Non, Il y a toujours cette passion, cette flamme qui est là. bien Et sûr. même si tu as 90 ans, ça va Oui, rester. on le réinvente. On peut pas s'aimer tout le temps, mais on peut s'aimer toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Mm. moments où tu vas, enfin, c'est pas qu'on peut pas s'aimer tout le temps, mais tu peux pas être au contact de l'amour amoureux de ton conjoint, de ta conjointe toute ta vie. Ouais. Il y a des moments, tu vas te distancer par rapport à ça et c'est OK. L'important, c'est de se retrouver, de se réinventer, se re-rencontrer et perdurer Mm. ensemble. Mais tu vois, pour en revenir à l'amour après la mort, les machins, etc., c'est comme les âmes sœurs. Tout Mm. le monde me parle d'âme sœur en me disant: «Je vais rencontrer mon âme sœur». Je lui dis: «Mais ton âme sœur, tu l'as peut-être déjà rencontrée. Mm. C'est peut-être ta mère, ton collègue, ton Mm. ami, ta sœur, ton chien». Tu vois ce que je veux dire? L'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse. Oui, Mais et d'ailleurs, quand c'est une relation amoureuse, ça promet de sacrées ouais. montagnes russes. Parce que l'âme sœur, elle vient faire bosser. Oui, c'est jamais lisse. Ah non, c'est pas lisse. C'est ce que Donc croient les gens. C'est que l'âme sœur, non, c'est c'est la, pas la facile. vie de château. Pas du tout. Pas du tout. L'âme sœur, c'est vrai que on en parle souvent. Enfin, c'est un peu cette impression inaccessible ou Oui, ce mythe, cette image. oui. Euh,
Pourquoi ça anime autant les personnes selon toi, l'amour, l'âme sœur, la quête, de l'amour véritable? Heu, c'est quand même assez, présent, tu vois? À tel point d'en faire une émission, depuis 10 ans, hein, mais d'en faire une émission. Pourquoi selon toi? Parce que c'est le centre du monde, c'est l'énergie source, c'est le centre de notre vie. C'est de là d'où tout part et où on va. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Graal, humain. Je pense vraiment qu'il n'existe rien d'autre que l'amour. Rien, rien. Je parle toujours, je reviens à ce que je disais toujours, et que je redis aujourd'hui, il existe l'amour et la peur a été créée par l'amour parce qu'il faut toujours le pendant inverse des choses. Mmh. Le vide existe parce que le plein existe, le bien existe parce que le mal existe. Heu le blanc, le noir, le enfin, toutes ces Mmh. choses-là, en fait, on a besoin de pouvoir aller explorer, heu, les limites, les possibles et cetera et d'avoir le pendant inverse, les contraires, les paradoxes, et cetera. Mais dans l'absolu, il n'existe, à mon sens et d'aucuns appellent ça Dieu, Mmh. l'univers, et cetera. Mais à mon sens, il n'existe qu'une chose, c'est l'amour. Mmh. Donc ça ne peut pas ne pas être important. Mais l'amour, c'est partout. Même les gens qui vont te dire: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent» ou «Moi, ce qui Mmh. compte, c'est la santé», «Moi, ce qui compte, c'est la famille». On parle d'amour derrière tout ça. Ça ne parle Mmh. que d'amour. À mon sens, ça ne parle que d'amour, tout ça. Dans l'amour, on met la passion ou c'est vraiment 2 définitions séparées? Dans l'amour, il peut y avoir de la passion. Ça peut être un amour non passionnel et ça peut être une Mmh. passion sans amour. Je reste un peu dans le côté philosophique puisque, Oui. j'ai eu la chance d'avoir, comme avec toi, un échange avec André Comte-Sponville, le philosophe, assez connu. On a parlé du bonheur au travail, on a Mmh. parlé, du travail comme une sorte de thérapie ou au contraire, Mmh. on doit être dans la thérapie pour faire vraiment le travail qui nous épanouit, Mmh. comme nous aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, notre travail nous amène de la passion, du bonheur et de l'amour? Ça contribue ou au départ, il faut avoir cet amour, hein, inconditionnel ou général de manière, dans la définition? Comment tu l'expliquerais? Alors, je suis pas sûre d'avoir saisi le sens de ta question. Alors, je reviens dessus. Pour le bonheur au travail, Oui. est-ce qu'il faut être heureux, avoir du bonheur, mettre de l'amour dans ce qu'on fait? Mmh. Et deuxième partie aussi, vraiment, est-ce que le travail vient nous nourrir comme une thérapie et finalement nous faire accéder un peu au bonheur et à l'amour, bon ça, Mmh. j'ai mieux exprimé. J'ai mieux compris surtout, en tout cas. Mais Je c'était certainement exprimé comme ça la première fois, mais en tout cas, c'est moi, j'ai mieux capté l'idée. C'est le travail, en tout cas en Occident et dans l'état des choses actuelles, c'est quasiment un tiers de notre vie. Je pense que je suis pas très, très loin de la mmh, vérité. On bosse en moyenne 8 heures par jour. Hem, on passe même plus de temps au travail qu'avec nos proches. ouais, En état d'éveil, j'entends, parce que tu bosses pas quand tu dors et même si tu dors avec ton mec ou ta ouais, nana, c'est pas comme si tu étais oui, oui. complètement, en état d'éveil avec lui. Donc le travail peut et devrait Mmh, être une source d'accomplissement. Je parlerai pas de bonheur parce que pour moi, c'est autre chose le bonheur, mais d'accomplissement. C'est-à-dire que pour moi, le travail devrait être une extension, professionnelle de ce que l'on est de manière mmh. personnelle et grâce auquel on vient contribuer à son bien-être et au bien-être Mmh. du monde et de la société dans laquelle on évolue. Voilà. Je sais pas si ça répond du coup à la Oui, question. non, mais très bien, très bien. Je voulais avoir juste ton avis là-dessus. Parce que je trouvais que l'approche, thérapeutique du travail, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est souvent des entrepreneurs qui écoutent mon podcast, donc je trouvais que c'était intéressant, d'avoir ce volant-là. Ton quotidien, tu sais, on parle souvent du perso versus pro, quotidien, les super règles, comment faire, et cetera. Comment ça se passe dans la vie de Lucie, quotidien? Tes journées sont rythmées un peu pareil? Tu as besoin au contraire, c'est, what the fuck comme diraient les jeunes? Ni l'un ni l'autre. Alors, c'est ni rythmé pareil, ni what the fuck. Je suis extrêmement organisée, extrêmement structurée. La logistique, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, mon agenda est hyper carré, mes dossiers sont rangés, le bureau est gna gna gna, machin, etc. Enfin, comme ma maison, j'ai besoin d'ordre et de beauté. Mmh. Il y a des gens qui ont besoin de bazar pour la Ouais. créativité. Moi, j'ai besoin d'ordre et de beauté. En revanche, aucune journée ne se ressemble. Mais quand je dis aucune, c'est aucune. Donc il y a évidemment des récurrences dans mon quotidien, comme le fait que le lundi, par exemple, je ne prends
jamais de rendez-vous de coaching. Le lundi, c'est les rendez-vous le matin avec mes collaborateurs et collaboratrices. Donc les réunions, les ateliers de travail, les points, les machins, les suivis, etc., etc. Et le lundi après-midi, très souvent, les Nous voilà. interviews, les relations avec les médias, etc., etc. Donc ça, c'est pour le lundi. Mais tu vois, l'année dernière, j'ai pas fait ça. Ça, c'est ce qui est censé être. C'est dans le papier. Mais ça peut bouger. Ensuite, dans le quotidien, allez, donne-moi un chiffre, à ton avis, combien de consultations de coaching par semaine je fais? Alors, déjà, lundi, tu as dit non. Donc, Ouais, lundi, ça, j'en fais pas. mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça fait, on va dire, 4 jours normaux. Enfin, Oui, ouais, voilà, on 4 imagine. jours. Par jour, tu peux peut-être en faire 5. 10, non, Mes 10. consultations durent 1 heure. Dure 1 heure? Ouais, donc 7. Allez. Allez, 5. J'étais sur 5. Je vais faire 5. 5 fois 4, 20. Peut-être monter à 25. Par 30. semaine, c'est ça? Ouais, par semaine, ouais. J'en fais 5. Ah ouais, non. Là, tu m'as eu. 5. C'est pour ça que je te l'ai présenté comme ça. Ah bah oui, parce bien que sûr. personne n'arrive à deviner que je n'en fais Ah, c'est que pas possible. 5. Voilà. Donc Et un ça par fait jour. s'arracher Ouais. les cheveux, parce que j'ai une liste d'attente de 2 ans, pour tout te dire. Et j'en suis très fière et j'ai une reconnaissance infinie pour ça. Mm. Et Euh, tu as travaillé pour? et j'ai travaillé pour aussi, mais je ne reçois que 5 personnes par semaine. Pour 1000 raisons, mais je vais te dire les 3 principales. La première, c'est moi, de manière très égoïste. Mm. Mon grand luxe dans la vie, c'est le temps. Les gens imaginent que j'ai un agenda surchargé. Il est surchargé de rien. Tu vois, J'aime quand beaucoup. on me demande, par exemple, est-ce que vous êtes disponible pour telle interview, je lui dis oui, mais la plupart du temps, c'est dans 2 mois. Parce que mes semaines, justement, dans mon agenda, les créneaux de libre sont bloqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de j'ouvre un créneau et du coup, mon assistante met ce qu'elle veut dedans. Non. Mm. Donc, j'ai 5 rendez-vous de coaching par semaine, à peu près 3 heures de réunion avec mes collaborateurs, collaboratrices, peut-être 1 heure ou 2 pour les médias. Moi, je bosse, allez quoi? Sur mes projets, sur machin, peut-être 5 heures par semaine. Et c'est tout. Incroyable, hein? Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et quand tu vois qu'on est dans une société où c'est l'hyper-productivité, ce que tu dis est hallucinant quand même, hein. Moi, j'ai fait une sieste avant de venir. Je pense que là, tous ceux qui écoutent doivent se dire, hein? J'ai dormi 1h15 avant de venir te voir. Et je me suis réveillée, et je me suis préparée, et j'ai pris ma petite Et tu, voiture. et je tu suis étais en venue. avance, et tu n'étais pas en retard. Alors, tu me verras jamais en retard. Oui, non, mais c'est Jamais. important. D'abord parce que je trouve que c'est élégant vis-à-vis des gens et que mon temps n'est pas plus important que le leur. Alors, je peux être en retard, évidemment, tu me verras Oui, jamais en bah, retard. s'il y a bien un sûr, accident sur la route. Oui. D'ailleurs, quand je suis montée dans la voiture, je me suis retrouvée, la première chose à laquelle je me suis retrouvée, évidemment, camion poubelle. Je me suis dit, Les sites. tiens, quel est le message? Qu'est-ce que je dois mettre à la poubelle, là? Il y a un truc que je dois mettre. Donc oui, je bosse peu. Pas dans le sens où en fait, je bosse mieux. Oui. Par contre, je bosse tout le temps. C'est-à-dire que ma tête, elle est tout le temps dans mon boulot. Mais c'est pas une corvée. C'est parce que mon boulot, c'est une extension de moi. Donc je suis... tu vois, je reviens d'un week-end à la campagne avec mon fils. On a passé 3 jours. Mon fils a 11 ans, je pense qu'il a dû me voir 3 fois mais vraiment, j'exagère pas, 3 fois dans sa vie au téléphone. Au téléphone. C'est-à-dire, je suis jamais au téléphone. Je déteste ça. Et encore moins en présence des autres. En revanche, il me voit régulièrement parce que je vais être en train de filmer, Oui. de photographier, de poster un truc sur les réseaux sociaux, de répondre à un WhatsApp d'une collègue, etc., etc. Mais il me voit jamais au téléphone. Et ce week-end, c'était évidemment un week-end sans travail. Donc de vendredi, on a fait vendredi, samedi, dimanche. On a fait un long week-end. Ouais. Et ce week-end, j'ai pensé au boulot parce que je savais que ce matin, je voulais publier sur mes réseaux sociaux le week-end que j'avais partagé avec mon fils. Je le monte pas sur les réseaux sociaux, jamais, et je le ferai jamais. Enfin, il le fera peut-être lui plus tard quand il sera grand, il le décidera, mais je le filme que de dos, donc je filme sa tête, ses beaux cheveux, il a des beaux cheveux, en plus il a de la chance. Mais je savais que je voulais faire ça, donc pendant le week-end, tu vois, j'ai filmé comme ça en douce, mais mon fils s'en est même pas rendu compte, tu vois. Alors après, je lui montre le montage, je lui dis, est-ce que ça te plaît? Il y a des choses qui me fait enlever, il y a des choses qui me laissent, machin, etc. Donc j'ai pensé au boulot, mais
d'une manière qui me réjouit, Ouais. parce que je sais que ces images, je vais les partager avec des gens à qui ça va faire du bien, parce que c'est des images de nature, de complicité, d'amour, de relations mère-fils, avec une jolie musique, que c'est de la beauté et que ça va faire du bien. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Donc je bosse tout le temps, je bosse jamais et je bosse très peu d'heures. Mm. Et je fais des siestes quasiment tous les jours. J'insiste, c'est très important pour moi. Oui, mais ça se ressource. C'est comme les enfants, hein, font leur sieste, hein. Moi, je Donc, suis une grande enfant pour ça. La sieste, c'est important. et puis d'un point de vue santé, avec Ouais, un grand S, on a ouais, besoin de se ressourcer et de s'écouter. ouais. Tu sais, c'est comme manger. Alors, on pourrait parler des heures sur l'alimentation, mais Ne me relance pas là-dessus, Déborah. ce sera l'épisode 2. Mais les nutritionnistes disent qu'il faut manger quand on a faim, en fait. Tu sais, moi j'ai tout entendu, il faut absolument manger au petit-déj, sauf qu'à 7 heures du mat, moi je n'ai pas faim, donc je ne peux pas manger à 7 heures. Enfin, je attends que la machine s'enclenche. Et certains ont très peu de temps entre midi et 2 aussi. Donc, tu vois, c'est écouter tout ça. Et je suis sûre que par rapport à ce que tu as dit là précédemment, certains vont dire oui, mais c'est facile, elle est connue, elle a machin, elle a de l'argent de côté, etc. Moi, je pourrais pas faire ça parce que je dois payer ma maison, je dois nourrir les 3 enfants, etc. On t'a dû te le dire. Je suis locataire. Je vis dans 60 mètres carrés. Parisien. Ouais. Je n'ai aucune économie. C'est pas vrai. J'ai 207 € sur un livret de développement durable parce que j'ai dit à mon mari, viens, on met 100 € tous les mois pour se payer un voyage par an. Donc, j'ai commencé il y a 2 mois. Donc, j'ai 207 € parce qu'il y avait 7 € qui traînaient dessus. Je gagne... j'ai grévé mon salaire d'un quart pour pouvoir travailler moins. Et j'ai accepté de retirer de ma vie tout un tas de choses qui n'étaient pas prioritaires pour mon bien-être pour justement avoir le luxe de ce temps. Avec moi, avec mon fils, avec les gens que j'aime, avec rien. Avec rien. Donc non, c'est pas facile. Non, mais c'est un choix. Et tu l'assumes jusqu'au bout. Ouais. On est encore une fois dans cette société où on renvoie toujours la balle à l'autre, au système. Puis de toute façon, l'abondance, c'est une croyance. L'abondance, ou la non-abondance en l'occurrence, c'est une croyance. Si tu crois en effet que c'est de la faute des autres, que tu n'as pas de chance, ou que tu ne peux pas accéder à l'abondance parce que tu n'es pas né au bon endroit, tu n'as pas eu les bons parents, ou la bonne école, ou le machin, il y a de fortes chances pour que ça se maintienne comme ça. Et il n'y a rien d'accusateur dans ce que je dis. Oui. En revanche, on est responsable. Il y a une différence entre être coupable et responsable. Moi, je me réveille chaque matin en me rappelant que je suis responsable de ce que je vis. Et donc, en effet, aujourd'hui, même en travaillant à ce niveau-là, je pourrais avoir beaucoup plus d'argent. Mais j'ai une croyance encore limitante dans ma tête qui me dit que je n'ai pas le droit de réussir et que je n'ai pas le droit d'avoir plein de sous. Je me verse un salaire de 3 500 € par mois. Je pense que personne n'imagine ça. Non. Personne. Pas du tout. Tout le monde est persuadé qu'avec la télé, les livres, les machins, etc., je suis riche. Je le suis. Pas d'argent, mais je suis très riche. Je m'estime très riche. Bien sûr que je pourrais exploser les compteurs financièrement. Aujourd'hui, j'ai pas choisi ce projet-là. C'est pas ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, les choses sur lesquelles je travaille au niveau thérapeutique, c'est au fait d'être une meilleure maman, parce que ça, c'est très important pour moi, un meilleur être humain. Et quand j'aurai le temps, je m'occuperai du fait d'accepter de réussir au niveau financier. Mais c'est pas ma priorité aujourd'hui. Donc, comme c'est pas ma priorité et que j'ai encore cette croyance qui m'emmerde, mais c'est comme ça, que je ne peux pas réussir financièrement, je ne gagne que, ce qui est déjà énorme, 3 500 € par mois, et ça me va très bien. Et ça me va très bien. Je vis très bien avec, je suis très heureuse. J'ai dans un appartement que j'adore, mon fils est heureux, on mange bien, on part régulièrement dans des endroits qui nous plaisent. On a une très jolie vie. Justement, dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu te vois où? Tu souhaites être... J'ai toujours eu envie d'avoir une maison au milieu des pins, sur un terrain sur lequel coulerait un ruisseau. J'ai 2 passions dans la nature, l'eau et les pins. Ok. PINS. Oui, oui. Bon, le pain aussi, mais Bon, d'autres. On va pas revenir à la bouffe, Déborah, ça suffit. Ça suffit, tu te calmes. Je suis rebelle. Non, mais je te le précise, parce que d'un seul coup, je t'ai vu imaginer la baguette Oui. bien cuite avec le petit beurre fondant demi-sel. On est d'accord?
Toi aussi, tu l'as imaginé, Oui. ce petit fromage. Bon, voilà. On Un l'a peu, tous ici. un peu de mozzarella aussi. Voilà, on a tous ici ça. Voilà. Donc je précise que ces trucs qui font des aiguilles et des Oui. pommes de pain et du pignon. Qui se mangent Comme aussi toi. les pignons. Qui sont très bons dans une burrata et des tomates. Bref, Bref, les filles, revenons. les filles qui Je te s'écartent. jure que je t'envoie un épisode 2. On fait un truc dans un resto. C'est un truc de dingue. Avec joie. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir une maison de plein pied, pas forcément très grande, mais assez pour recevoir des amis, tu vois. Avec peut-être une dépendance, j'en sais rien. Dans une pinède, avec un ruisseau pour pouvoir mettre les pieds dans l'eau, plus loin pour pouvoir un peu, je sais pas, attraper des écrevisses, pêcher à l'épuisette comme je faisais quand j'étais petite. Ça, j'aimerais beaucoup. Et j'aimerais pouvoir, à cet endroit-là, avoir un grand atelier pour pouvoir, en effet, faire mes coachings, etc. Des vitres, de la lumière. Voilà. Je ne sais pas ce que je serai dans 5 ans, mais j'aimerais bien être dans un endroit comme ça. Ça, c'est quelque chose que je nourris. Mais pour ça, il faut d'abord que j'arrive à mettre de l'amour sur cette croyance limitante de je ne réussirai pas. J'allais Et dire, j'y suis qu'est-ce qui pas t'empêche encore. de le Bah faire? ça, c'est une croyance limitante de réussite. J'y suis pas encore. Ouais. J'y suis pas encore. J'ai du taf. Ouais. J'ai encore Mais du taf. Et c'est pour ça que je dis toujours mon agenda est très chargé, parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps à œuvrer sur moi, pour l'autre, pour les autres, etc., etc. Donc, tu vois, quand je dis il y a beaucoup de plages horaires, c'est de la lecture, de la méditation, du yoga, de la sieste, manger, prendre du temps moi aussi, beaucoup, manger, dormir, prendre des bains. Attention, neuro. 3 trucs qui reprennent beaucoup de temps dans la vie. Attention, m'occuper de mon fils, Ouais. aller marcher, travailler l'intuition, les oracles, les machins. Donc, tout ça, je compte du rien. Mais en tout cas, c'est du temps de libre. Je l'utilise comme je veux. Ça peut être dessiner, ça peut être faire des mandalas, peu importe. Mais en tout cas, c'est une activité qui fait partie de mon activité professionnelle. Si tu n'avais pas eu l'occasion avec donc l'émission, la télé-réalité, tu penses que ça serait évolué comment, ton parcours professionnel? Ou ta vie, hein, d'ailleurs? Alors, moi, quand la télé m'a contactée, ça faisait déjà 4 ans que je faisais ce métier. Et ça réussissait déjà très bien. Oui. Il y a plein de gens qui se disent... C'est pas grâce au levier. Alors, Ça a aidé. la télé, ça a fait exploser. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 2 ans de liste d'attente. Je pense que je n'aurais pas 2 ans de liste d'attente si je n'avais pas eu la télé. C'est comme... Enfin, tu vois, par exemple, imaginons que tu es un très bon pâtissier. La meuf a une obsession T'as sur vu? la bouffe. Non, mais le signe, c'est on va faire une émission sur la bouffe. On va faire un truc, hein. Je note, hein. Enfin, tu fais les meilleurs éclairs au chocolat du monde. Ouais. Mais ta pâtisserie, elle est dans une impasse, dans un quartier que personne connaît, qui est inaccessible, machin, etc. Donc, au bout de quelques années, il y a quelques habitués qui vont venir, et puis peut-être parce qu'aujourd'hui, Internet et les gens vont se battre pour cette adresse. Mais sinon, dans l'absolu, tu peux avoir le meilleur de trucs, personne ne le voit, ça ne se saura pas. Moi, je pense que la télé est arrivée pour me donner le coup de pouce de cet alignement, de me permettre d'avoir cette visibilité. Et j'ai une profonde reconnaissance pour ça. C'est comme le fait d'écrire des livres. J'en rêvais depuis toute petite d'écrire des livres. Tu vois, je me rêvais pas écrivaine, mais j'avais envie d'écrire des livres. Bon, C'est bien, je t'ai amené au bout de 2 heures. exactement. Finalement, on est revenu sur le livre. Et mais ça marchait déjà très bien pour moi, en fait. J'avais déjà un agenda plein, mais je prenais plus de consultations. Parce qu'à l'époque, j'étais persuadée qu'il fallait que je travaille plus pour construire, pour machin, et puis il fallait pas rater un client parce que sinon il allait partir chez l'autre. Ouais. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que très rapidement, je suis rentrée dans mon propre rang en disant oh, cocotte, ça c'est pas toi, ni d'être dans la peur, ni d'être dans la stratégie. Donc voilà, moi je voudrais avoir une approche toute ma vie et je me le souhaite d'avoir une approche entrepreneuriale très signée, c'est-à-dire avec justement le côté jamais me vendre, jamais me trahir. Jamais me tromper dans le sens d'être infidèle à moi-même, jamais aller dans une direction parce que ça se fait, parce qu'il faut, parce que les autres font, parce que le client attend que... Non. Donc oui, tout le monde s'arrache les cheveux autour de moi, les entrepreneurs, en me disant « Mais comment tu peux prendre 5 personnes par semaine avec Ah mais c'est hallucinant, hein. Je peux te montrer mon agenda. Non, je n'ai pas mon téléphone. Non, je peux te montrer mon agenda. Vraiment, je confirmerai. Les jours où il y a pas... Les semaines où il n'y a pas des trucs particuliers. Oui. Parce que s'il y a un truc particulier, ça peut être point. Du coup, tu penses que ton métier actuel, c'est ta mission de vie? Ou c'est un moyen qui t'amène à cette mission, finalement, qui t'a amené... Attends, j'ai une tête... qui t'a amené à faire si peu de choses, attention, hein, quand je dis peu de choses de clients, pour te développer toi-même dans ton incarnation, quoi. Putain, on est profonde, ce soir. Eh ben, tu viens de me faire réaliser que oui.
Tu viens de me faire une prise de conscience de dingue. Oui. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, c'est ma mission de vie. Tu vois, tellement c'est logique. Mais en fait, ça participe de ma mission de vie personnelle. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit, on enseigne ce que l'on veut apprendre. Et c'est vrai. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui me disent comment on fait pour devenir coach. Bon. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, est-ce qu'il faut aller bien pour devenir coach? Ah, putain, il n'y a pas beaucoup de coachs. Je veux dire, est-ce qu'il faut ne pas avoir de cancer pour être cancérologue? Oui, c'est ça. Donc, non, il ne faut pas aller bien. En revanche, il faut être en chantier. Ça, c'est pas possible. Tu vois, évidemment que j'ai des galères, évidemment que j'ai des valises, évidemment que j'ai des blocages, évidemment que j'ai des croyances, évidemment que j'ai des traumas, des machins, etc. Comme tout le monde. En revanche, je suis en chantier permanent. C'est-à-dire que je me soigne, je me guéris, je m'apporte de la bientraitance, je consulte, je lis, j'apprends, enfin, et j'explore en permanence. Donc oui, pour être évidemment un accompagnant, il faut s'accompagner et l'être. Ça, c'est évident. Donc oui, mais moi, au travers de mon métier, j'apprends aussi sur moi. Et il y a plein de clients, et je leur dis, mais comme ça, tu viens de le faire, des fois, le client, il a une révélation, je dis, putain, j'ai la même révélation que vous. C'est ça qui ça me fait aussi un truc à moi. Ouais. Les collaborateurs peut être le cas. Bien sûr. J'ai dit il y a quelques années une collaboratrice qui se reconnaîtra, mais en fait, tu n'es pas vraiment la définition de ce que tu dis professionnellement. En fait, tu es autre chose. Et en fait, la prise de conscience était là. Et vice-versa, hein, c'est des prises de conscience dans l'autre sens. Donc, il n'y a jamais de hasard, voilà, dans les rencontres. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais... 1, 2, 3. Éclair au chocolat. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ou qu'on t'a jamais posée dans tous les entretiens que tu as eus? Comment vas-tu? Mais le vrai. Ouais, le vrai. On me le demande, hein. Mais c'est vrai qu'on ne me le demande pas dans les entretiens parce que c'est une façon, toutes les questions que tu m'as posées, de me demander comment je vais, mais je veux bien que tu me demandes comment je vais. Comment tu vas vraiment du profond de ton cœur aujourd'hui? Eh bien, là, tout de suite, je suis émue parce que grâce à toi, je viens d'avoir cette vraie prise de conscience et révélation de mon métier n'est pas forcément une mission de vie, mais un soutien à ma mission de vie, développement de ma vie personnelle, spirituelle. Donc très émue, très reconnaissante, un peu fatiguée parce que je suis allée chercher beaucoup d'informations pas dans ma tête, tu vois, mais dans ce qu'il y a au-dessus de la tête, je sais pas. Pas forcément l'âme, mais l'énergie, oui, tu vois, voilà. J'avais prévenu, hein. Et non, mais une fatigue très agréable, tu sais, une fatigue confortable. Mais il faudrait pas me poser des questions trop compliquées, là, tu vois, par exemple. Je ne sais pas si je pourrais comprendre. Physiquement, très détendue, très confortable. Et émotionnellement, oui, touchée et sereine en même temps. Assez heureuse. Et merci pour ta question. Ben, merci à toi, parce que c'est un échange avec le cœur, effectivement, c'est ça. Et toi, comment vas-tu, Déborah? Ben, je vais très bien. Écoute, déjà, un plaisir de partager, de voir la femme qui est derrière l'image qu'on peut voir. Parce que tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais de la communication et les réseaux sociaux donnent une impression de waouh, elle fait plein de choses. Elle rencontre des super personnes. Elle fait beaucoup d'argent parce qu'en fait, tu prends le train très régulièrement ou tu navigues entre les grandes villes de France ou de l'étranger. Et en fait, non, il y a autre chose. Et pourquoi je t'ai amené à ça, ou en tout cas, je t'ai peut-être fait cette révélation-là, c'est que dans mon parcours, c'est le parcours de santé qui m'a amené à aller dans l'introspection, dans les interviews, dans la parole. C'est ce que j'aime depuis jeune. Mes croyances de mon éducation disaient, ben non, en fait, tu pourras pas être ni journaliste, ni présentatrice, etc. Finalement, YouTube est arrivé et nous a permis de créer l'émission. Et à mes 40 ans, j'ai vraiment décidé d'ouvrir et de me dire, bah, je peux aussi, pas en vie, parce que en vivre, je pouvais le faire, c'est pas un souci, mais vraiment de l'assumer à 200% en disant oui. Et puis j'ai une certaine place à prendre. Donc du coup, je te l'ai envoyé parce que ça a fait sens il y a quelques mois, justement. Et il me semble que dans une de tes émissions ou de tes podcasts, tu disais que
tu te trouvais timide, À l'époque, quand j'étais que plus jeune, ouais. ouais, que tu aurais pas imaginé un jour, Jamais, pouvoir, du coup être, jamais. exposée comme ça? J'aime l'interview parce qu'on est en intimité, en fait. Oui, Là, bien sûr, il y a une équipe technique derrière, tout le monde imagine, mais on pourrait être, en plein milieu d'une plage, ça serait pareil pour moi. C'est-à-dire ouais, qu'on pourrait se projeter et c'est ce que j'aime. Alors que les conférences, c'est pas un exercice que j'aime faire. ouais, C'est vraiment l'interview à 2 ou à 3, ouais, mais ce partage intime, en fait, ouais, qui est je secret. comprends. Donc, dans ma carrière, je pourrais dire, je me suis posé la question si, finalement, tous ces éléments-là m'ont amené à comprendre, pas ma mission, mais vraiment sur, le la raison Oui, pourquoi j'étais venue dans cette incarnation-là, quoi. oui, On est allé très loin. ouais, Ouais, c'est chouette. ouais. C'est chouette quand ça va loin, hein. Ouais, j'aime bien. Et quand d'un seul coup ça ouvre des portes, ça bouscule des trucs, ça ouais, ça ouvre. C'est évident, c'est fluide, tout est là, tout est limpide et tout se Mmh, passe bien et tu te poses pas les milliards de questions, même sur les tu vois, on parlait des clients, on parlait de la raison, on parlait de l'échange, de la simplicité. Cet échange pour moi était, d'une évidence, en mmh. fait. C'est comme si on se connaissait déjà, tu vois? Enfin, c'était fluide. On doit te le dire souvent de toute façon, je pense. Je vais rien, t'apprendre à ce Alors niveau-là. non, pas tout le temps, parce que, il y a des personnes qui n'arrivent pas à me rencontrer vraiment et qui restent sur cette surface du côté, hem, beaucoup d'humilité dans ce que je dis, mais intimidant. Je sais pas pourquoi, il y a plein de choses. Tu sais, quand les cœurs brisés, quand j'arrive, ils arrêtent pas de dire: «Ah, il y a Lucie!» C'est Puis il vrai. y a une espèce de peur, quoi. Ils se sidèrent, d'un seul coup, ils se Ouais. figent. Qui vient vraiment de je ne sais pas où. À chaque fois, je leur dis: «Mais putain, je suis la gentillesse incarnée. OK, j'ai un gros caractère et je peux être très dure et Mmh. vraiment taper du Oui, poing mais sur tu la es table, douce quand mais vous je suis bien sûr. vraiment je n'ai jamais eu une intention méchante de toute ma Mmh. vie. Je fais de mal volontairement à personne. Ça m'arrive de me faire du mal comme tout le monde, par maladresse ou Mmh. par erreur, mais j'ai une morale et des valeurs, mais d'une profondeur de bienveillance de fou. Donc je suis vraiment une très, très, très gentille. Et il y a des gens qui arrivent pas à passer au-delà du côté justement, peut-être, ouais, peut-être parce que je suis grande, peut-être parce que, Oui, puis c'est je l'autorité du parle coaching facilement. aussi. Oui, voilà, le côté coach. Et du coup, il y a des Oui. gens qui passent à côté et du coup, l'échange, il est pas toujours fluide comme ça. Non, Mmh. pas toujours. Parce qu'il y a des gens qui restent justement dans ce côté un peu statutaire, Mmh. voilà. Statutaire et du coup, après, ça ressemble plus à un interrogatoire, qu'autre chose. Mais plus je grandis et plus je vais faire des gens, que comme toi, parce que justement, ça fait partie de mon luxe aussi de choisir. Oui. Parce que, on le disait quand on préparait l'émission, je suis régulièrement invitée dans des émissions qui font des audiences énormes, Oui. mais sur lesquelles je n'irai pas parce qu'elles ne correspondent pas à ce que j'ai envie de vivre, ni avec les personnes avec lesquelles j'ai envie de le vivre. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'était que du bonheur, que de la belle nourriture spirituelle. Je vais finir sur un dernier axe, c'est l'enfant intérieur. Pourquoi je te dis ça? C'est que il y a quelques années, quand j'ai fait une conf, je disais bêtement, parce que je ne me suis pas rendu compte, je disais sur scène, alors j'étais très mauvaise, oratrice pour le coup, je disais: «Bah, en fait, moi, je suis heureuse chaque jour, parce que mon histoire de santé était compliquée, parce que j'ai perdu ma mère étant jeune, parce que en fait, chaque, moment de la vie est un cadeau, comme aujourd'hui». Hem Et en fait, on devrait toujours nourrir son enfant intérieur. Et du coup, j'aime beaucoup prendre l'exercice de parler à mon enfant intérieur. Et aujourd'hui, si à ma place, tu avais la petite Lucie de 6 ans, de 10 ans, tu aurais envie de lui dire quoi? Alors, je lui parle tous les jours, moi, vraiment. Bravo, parce qu'il y en a peu qui le font. J'ai même une photo de moi, d'elle, moi, qui est chez moi et qui me suit de pièce en pièce. Et quand je voyage, elle vient avec moi, etc. Et ça fait 10 ans maintenant que je fais ça. Avant, c'était pas le cas. Avant, mon enfant intérieur, Mmh. c'était pas, il y avait pas de sujet, c'était pas un sujet. Mais si elle était à ta place, si tu te sens prête, si tu le veux, si tu en as envie, tu as le droit de réussir. CF, ce dont on se parlait tout à Oui. l'heure. Si c'est le moment pour toi, ouvre tes ailes. Tu as le droit de briller, de réussir, au sens noble du terme. Donc vas-y, ma belle. On lui envoie plein d'amour. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin parce que j'aime beaucoup laisser justement la place à mon invité, parce que je trouve qu'on a très peu de temps pour exprimer sur une autre face les personnes connues, reconnues ou d'autres. Et puis peut-être à envoyer l'invitation à un prochain invité
celui que tu as envie ou celle que tu as envie qui passerait dans le podcast, justement? Alors, je vais lancer une invitation à Dorit. Elle est déjà passée. Ah! Parce que j'aurais bien aimé, tu vois. Alors, je sais à qui je vais lancer l'invitation. Alors, d'abord, je te dis mon mot de la fin. Alors, attends, non, j'aurais réfléchi à mon invité. J'aurais Vas-y. réfléchi à mon invité. Parce qu'en fait, je suis pas sûre de mon truc. Si tu n'as pas d'idée, on coupe. Hein. Non, je vais en avoir une, il faut juste que je laisse. Comme j'ai mon cerveau qui s'est mis en surchauffe, faut juste que mon mental s'éteigne et que l'idée vienne, puisse passer. Vous avez 2 heures? C'est plus tu forces, moins ça vient. Donc j'essaie de me mettre, pardon, hein. Je me mets. Tu peux commander les clés en chocolat, s'il te plaît? C'est pour ça. Oh, tu peux faire le mot de la fin et si ça te vient, tu diras. Hein. C'est bon, j'ai. Aïe, pardon. Ouais, j'ai. Je sais exactement. C'est pas quelqu'un que tu connais, c'est pas quelqu'un qui est connu, c'est OK ou pas? Mais ça me va C'est bien, quelqu'un de justement. passionnant. Justement, la fame enfin, t'as compris. Voilà. Voilà. OK. Je vais d'abord passer l'invitation à une autre personne et après je te dirai mon mot de la fin. S'il vient, pour l'instant j'ai rien et on verra si ça se présente. J'aimerais beaucoup, Betty Brenner, que tu viennes t'asseoir à ma place, rencontrer Déborah, que Déborah te rencontre et surtout que les gens qui regardent cette émission puissent rencontrer la femme, l'entrepreneuse, la maman et la magicienne de la nature que tu es. Je ne connais pas du tout, donc l'invitation est lancée. Ouais. Tu feras le pont. Oui. Et 2025, je te promets de faire l'épisode. Betty Brenner, elle est directrice d'un établissement qui s'appelle le Château de la Bûcherie, qui est à 1 heure de Paris, qui est un château dans un parc de 60 hectares. Et elle habite ce lieu comme pourrait le faire une fée. Et elle lui a donné une aura de magie, de lumière et d'énergie extraordinaire. Et c'est une entrepreneuse, une femme et une maman hors norme qui a tellement de choses à transmettre, tellement de choses à diffuser, que c'est un cadeau, je l'espère pour toi et pour les gens qui l'écouteront et qui la regarderont, ce qu'elle va venir partager. Avec grand plaisir. Je suis très inspirée par cette femme. Eh bien, le mot de la fin, ça va être justement ça, ça va être inspiration au sens propre et au sens figuré. Je vous invite, si vous le souhaitez, on va le faire ensemble, à prendre une inspiration au sens propre pour commencer. Juste ça, pour se poser dans l'instant. Parce que ça prend 5 secondes et que ça permet de faire une pause qui remet les choses à leur place et qui justement peut laisser venir l'inspiration de l'instant juste après, qui ne sera pas forcément celui que vous aviez prévu, mais laissez-vous guider si vous en avez envie par votre intuition parce qu'il y a de belles choses derrière qui vous attendent. Voilà. Parfait. Je suis portée, tout le monde va être porté en écoutant. Merci Lucie. En fait, ce que j'aime dans les entretiens qui sont à cœur ouvert, vraiment, quand on joue le jeu, c'est que j'ai l'impression de faire une masterclass, une thérapie, un échange. Non mais, c'est incroyable. Il y a une énergie qui se passe. Alors si vous nous voyez, vous allez peut-être sentir ça. Et ceux qui vont nous entendre aussi vont ressentir ça. Merci pour ces 2 heures précieuses. Merci à toi. Merci pour ce moment. C'était très grand et très ouvert, justement. Comme ton cœur. Merci Lucie. Merci Déborah. Et on remercie les auditeurs. On mettra toutes les informations. On est un petit peu désorientés, hein. C'est pas souvent, mais c'est le cas. Je remettrai toutes les informations, ton site, tes réseaux sociaux, bien sûr les ouvrages auxquels on a parlé, les références aussi de l'ouvrage. Hein. Et on te retrouvera bien sûr sur les réseaux. Et on se dit peut-être, à très bientôt. Avec plaisir.